Coup de français, Giono applaudit à cette paix apparemment sauvée en dernière minute par Daladier et Chamberlain. Un an plus tard, c'est la guerre. Giono le pacifiste va-t-il déserter? Va-t-il refuser d'obéir? Quand le 3 septembre, nous étions à Manosque sur le boulevard de la Plaine avec mon ami Scaniglia, celui précisément avec lequel nous étions allés le trouver pour fonder le journal qui s'appelait Au-devant de la vie, nous nous trouvions là et Scaniglia de loin il me dit « Tu sais où est Giono ?» Je lui ai dit non. Il me dit « Il est à la caserne Saint-Charles », ce qui voulait dire qu'il n'avait pas refusé d'obéir. Bon. Et là, j'ai éprouvé un soulagement incroyable parce que jusque-là, je voyais Giono fusillé. Vous savez, j'avais 17 ans et je voyais Giono aux prises avec tous ces adjudants de carrière qui dataient de la guerre de 14 et qui fusillaient Giono au coin des rues tous les jours. Et moi, j'étais dans le ravissement parce que je me suis dit, on ne le tuera pas. Et on ne pouvait pas lui en vouloir, c'était pas possible. Personne de tout ce que j'ai connu des anciens comtes d'Orient n'ont reproché à Giono quoi que ce soit de ce moment-là. Mais absolument, oui. Absolument, c'était pas possible. Qu'importe, pour certains, il en aurait trop fait, trop dit. Giono le pacifiste est arrêté et interné au Fort Saint-Nicolas au bout du Vieux-Port. Pour la première prison de mon père, on peut dire, puisqu'on les compte, j'étais toute petite. Et maman me rappelait, d'ailleurs, dernièrement, que j'étais tellement fière que mon père soit en prison, que je sautais à la corde dans la cour de l'école en disant « Mon papa est en prison, mon papa est en prison », parce que j'étais la seule à avoir un père qui était en prison. Mais c'était pour la bonne cause. Alors finalement, c'était une très bonne chose d'être fière de lui. Une fois de plus, Jean Giono va vivre à côté du réel. Il rêve dans sa prison, il rêve sa prison. Il y a longtemps que vous m'attendez, Jeanne? Je ne sais pas. Ah, mauvaise nouvelle alors? Oui. De quoi est-il accusé? Je ne sais pas. Jeanne, j'ai imaginé la vérité aujourd'hui. La vérité que personne ne vous dira. On l'a arrêté parce qu'il a les yeux trop bleus. Il s'amuse à déchiffrer dans les dessins du salpêtre, au plafond de sa cellule, quelques cartes géographiques d'un pays inconnu. Les voûtes du Fort Saint-Nicolas doivent devenir, sous son regard de visionnaire, quelques geôles extravagantes à la pyranaise. J'ai passé dans cette prison quelques-unes des plus belles heures de ma vie. Je ne mens pas. Notamment un matin de novembre, vers 6 heures. J'avais cependant remarqué quelque chose. Je souffrais d'être privé de lecture. Je me disais, ce ne sont ni des histoires ni les récits qui te manquent. Depuis 20 jours, tu t'es raconté plus d'histoires qu'il n'y en a dans les 1000 nuits arabes. Un jour, un compagnon de captivité, discrètement, lui met un livre dans les mains. Quand enfin l'aube se lève, qu'il peut ouvrir le livre pendant la promenade du matin, il en découvre le titre « Manuel du canon de tranchée par le colonel Babillot ». C'était une aube admirable, à peine un peu citronné froid. Au-dessus du préau de la prison s'écartaient de très beaux nuages verts qui avaient la forme d'une immense aile d'ange.
Il s'agissait si peu de lire, ajoute Giono, qu'au bout d'une minute, je tins le livre à l'envers. Et ainsi tenu, il me donna le plus grand plaisir qu'un livre ait jamais pu me donner, à part Don Quichotte. Si on me faisait jouer au jeu des livres à emporter dans une île déserte, si j'avais droit à un, j'emportais Don Quichotte. J'avais droit à deux, je emporterais Don Quichotte et Machiavel, l'un étant l'antidote de l'autre. Trois, on n'a plus besoin. Trois, c'est superfétatoire. Homère? Ces deux-là me suffiraient. Non, non, si j'étais dans une île, j'aurais Homère sous les yeux. Je n'aurais pas besoin de le lire dans un livre. Et Virgile, vous avez parlé très souvent. Alors Virgile, de ça a été la période tendre non pas de ma jeunesse, mais de mon adolescence. C'était une période où j'avais voulu quitter l'école pour travailler, et j'avais pris un travail dans une banque pour aider mon père et ma mère, et je disposais de peu d'argent pour acheter des livres. Et j'achetais des livres qui pouvaient avoir une grande densité de lecture, et par conséquent de très bons livres, qui étaient vendus à ce moment-là 19 sous, alors que les autres, les Paul Adam, les Paul Bourget et les autres étaient vendus 7 francs 50. Je ne pouvais pas me payer Paul Adam, mais je pouvais me payer Homère, et Virgile en particulier. Alors je lisais Virgile en allant me promener dans les vergers d'oliviers. C'était ma distraction du dimanche. Et Virgile prenait une ampleur admirable au milieu des vergers d'oliviers, et avec le petit soleil, c'était généralement l'hiver, le petit soleil gris d'hiver, avec les chants des oiseaux dans les champs. Il a mis toute sa terre dans ses vers. Oh, pas à la façon des journalistes, des reporters, des photographes, et de ceux qui écrivent dans la réalité, qui disent. Il a mis toute sa terre, l'ayant au préalable broyée soigneusement sur son cœur et réduite en fine poudre d'or, en sève et en fumée de brume, pour qu'il puisse en composer en toute liberté une terre qui sera valable pour toute la terre. La France règle ses comptes, non sans brutalité ni injustice. Giono se retrouve en prison à Saint-Vincent-les-Forts. Ça se passait l'hiver et je me souviens avec maman, nous y allions en fin de semaine, on prenait le car, on arrivait, un car qui nous laissait tout en bas de la pente de Saint-Vincent et il fallait dans la neige que nous montions toutes les deux dans un chemin, une route qui n'était pas du tout déblayée. On allait voir papa très très peu de temps. Mais là, c'était lui qui nous remontait le moral encore. À ce moment-là, ça a été un petit peu plus dur parce que les grands-mères avaient vieilli. Et la mère de papa, ma grand-mère paternelle, est âgée et tombée malade. Et on a cru à un moment donné la perdre. Et on a prévenu papa qui était en prison. Il a demandé l'autorisation de venir voir sa mère une dernière fois. Et il est arrivé accompagné de 2 gardiens. Et c'était 2 gardiens corses, je m'en souviens très bien. Et ça a été fabuleux parce que papa est resté à la maison, nous revoyons notre père, c'était extraordinaire. Et les 2 gardiens qui étaient très contents de ne plus avoir à garder de prisonniers nous ont emmenés au cinéma, ma sœur et moi. Et ça, on a trouvé ça très amusant, bien entendu. Pour la seconde fois, le dossier d'accusation était vide. Giono rentre chez lui. Quand je suis rentré à Manosque, j'avais cette auréole de réfractaire au STO, donc je pouvais faire ce que je voulais. Même mon père me disait ne va pas trop chez Giono. Hein, bon. Et moi, j'y allais tous les soirs. Et j'étais seul. Quelques semaines après, la mère de Giono meurt. Quand il s'est agi de prendre le cercueil dans le corbillard, de l'amener à l'intérieur de l'église et de le ramener du corbillard de l'église au corbillard, il se trouvait 3 personnes, et puis la 4e poignée, c'est Giono qui s'y est collé, parce qu'il n'y avait personne. Il y avait les vieillards de Manosque qui avaient connu Pauline Giono, elle est morte, je crois qu'elle devait avoir 91 ans ou quelque chose comme ça, mais des amis de Giono, il n'y en avait aucun. Et quand nous avons quitté le cimetière, après l'enterrement, j'ai vu Giono devant moi, seul, qui regagnait sa maison. Je me suis mis à marcher à côté de lui.
Et il m'a dit, pourquoi continuerais-je à faire des livres que je sais faire, qui ne m'intéressent plus? Je vais maintenant faire des livres que je ne sais pas faire. Vous savez, ça a été très foisonnant, l'époque où Giono s'est trouvé en but à toutes sortes d'exactions de la part de ses pairs. Ça a été le moment où il était comme sous un couvercle et où il essayait de s'échapper. Alors là, il a mis tout ce qu'il avait en lui. Le sang. Touchez pas avant Delphine. Venez le mettre près de moi. C'est un beau sang. Donne ta main, ma fille. Ouvre la main. Ouvre-la bien. Donne le buis, là. Ferme ta main à présent. Serre ton destin. Ouvre la main maintenant. C'est bon. Qu'est-ce que t'as vu? Rien. C'est une statue qui l'a fait rêver, qui a toujours été placée sur cette cheminée. Et vous voyez ici cette marque que l'on voit très bien. Il y a une différence de teinte. C'est tout simplement la transpiration de la paume de la main de mon père qui avait l'habitude de s'appuyer comme ceci sur cette pierre et il réfléchissait certainement, il voyait à travers cette pierre qui peut-être l'inspirait. Le haut pays revisité par Giono n'est plus tout à fait le même. Devant ses yeux bleus de toujours, le monde a changé. Il s'est élargi, transmué, métamorphosé. Les paysans naïfs de jadis sont devenus avides, criminels. Dominici a pris la place de Bobby. Giono a découvert le monstre qui habite dans l'homme. Ici, dit-il, les hommes ne font pas de beaux vieillards. Ils font de vieux os, ils ne font pas de vieilles âmes. Cela vient de ce qu'ils perdent leur cœur de bonheur. Certains ne l'ont plus à 10 ans. D'autres n'en avaient même pas en naissant. Les meilleurs se débarrassent tout naturellement de ce muscle inutile vers 25 ans. Sur la montagne de Lure de son enfance, il installe sous un ciel noir la fable grinçante qui s'appelle Crésus. J'ai été agréablement surpris de ton invitation. Mais c'est pas moi qui vous invite, monsieur le curé, c'est mon copain et je suis sûr qu'il serait content de... La générosité. Je ne sais pas au juste, monsieur le curé. Venez vous asseoir près de moi, je préfère vous avoir sous la main. Pardon. Bienvenue, Joseph. Ah, moi, quand il s'agit de manger, je viens toujours. Comment ça va, Delphine? Ça va bien? Et le mouton, là. Et les
bonne. Ah oui, merci. Ah, les olives, là, viens. Oh, 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 oh. Ah, non, pas d'olives, pas d'olives. Monsieur le curé. On met les gros morceaux dans le plat, hein. Et puis alors, le plat. Je paye, alors. Voilà. Là, mets les gros morceaux là dans le plat. Là, voilà. Adieu. On va avoir un petit morceau, non? Je sais pas. Et un petit pain. Bonjour, bonjour. Là, mets-le là dans le plat. Pardon, voilà, bien, là, voilà. Comment le pain, là, merci. Pour le pain, monsieur le curé? Oui, un peu de pain. Quoi de plus doux, dira-t-on, que des hommes qui vivent constamment avec cet animal que la sagesse des nations a pris pour le parangon de la douceur. Doux comme un mouton. Le mouton n'est pas doux, il est bête. Les rapports constants avec la bêtise font habiter un monde extravagant. Le bélier est un animal agressif. La brebis vient en droite ligne des procès de bestialité du Moyen-Âge. Comme il enseignait jadis à goûter un fruit, le parfum d'une fleur, un vent ou une averse, voilà Giono qui se met à scruter avec une étrange délectation les ombres de l'homme, ce qui peut palpiter au fond de son cœur et de ses entrailles, et ce goût du sang qui est au fond de chacun de nous. L'ombro Orfeo di quei faggi, forché infocati raggi, bevono già saetta. Su quell'erbosa sponda possiance i maritoni, ciascun le sue voci suodi, al vaporio dell'onde.
Il me reste à vous dire que la bibliographie de Jean Giono est immense, bien sûr. Alors, si vous voulez retrouver des titres de son œuvre, eh bien, vous composez le 3615 code France 3, tout y est. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel écrivain très différent, mais tout aussi grand, tout aussi impressionnant. Il s'agit de l'Irlandais James Joyce. Merci, bonsoir, à mercredi prochain. Une tribu sous les nuages et un peu cannibale.